C'est officiel. La Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud annule la loi considérée comme une loi importée. Ok, quelle est cette loi? Cette loi interdisait auparavant aux hommes de prendre le nom de famille de leurs épouses après le mariage. Ok, sous tutelle de égalité de genre. Désormais, ce n'est pas une obligation ou ce n'est pas une responsabilité de la femme de prendre le nom de son mari. Henri van der Merwe, un blanc sud-africain, est parti accuser le gouvernement, disant qu'il voulait prendre le nom de son épouse Jada Jordan. Il y avait deux personnes. Deux personnes sont parties accuser le gouvernement. Chez les Romains, par exemple, on a adopté la tradition de la bague de mariage, mais l'ont rendue plus formelle, ok? Donc le gouvernement s'associe à l'église pour vous avancer les histoires. Il y a beaucoup d'histoires que vous faites aujourd'hui sans vraiment savoir l'origine. Avant le 21e siècle, les mariés ne portaient pas de robe de mariage. Il n'y en avait pas. La robe de mariage blanche, ok, est devenue populaire après le mariage de la reine Victoria et le prince Albert en 1840. Imaginez-vous, vous avez des difficultés de faire un enfant. Ok, après vous êtes marié légalement, après avoir donné tout ce qu'il y avait à donner, hein, l'argent de la dot et tout le bazar, après avoir entretenu la famille, faire la fête et tout ça. Vous faites finalement un garçon après 8 ans. 8 ans d'attente. Ah, il y a 8 ans, c'est long, hein. 8 ans d'attente. Ok, évidemment, votre enfant, vous lui donnez votre nom de famille. Ok, vous l'appelez peut-être Obiang pour les Gabonais, vous l'appelez Malonda, un Brazzavillois peut-être vous l'appelez Ouattara, c'est votre nom de famille, vous l'appelez Fall ou Sarr si vous êtes sénégalais, vous l'appelez peut-être Zinsou si vous êtes béninois, vous l'appelez Compaoré, vous l'appelez Keita ou quoi que ce soit, ça dépend de votre nom de famille et votre pays d'origine. C'est ça le nom que vous donnez à votre enfant. Patrick Compaoré, ok? Parce que vous êtes monsieur Compaoré. En fin de compte, vous faites beaucoup d'efforts comme un papa qui se respecte pour envoyer Patrick à l'école. Patrick va à l'école, il est discipliné dans les manières les plus hautes. En tout cas, la meilleure qualité que vous avez à donner, vous versez sur Patrick. Patrick devient quelqu'un, Patrick Compaoré ou Obiang, peu importe, dépendamment de votre nom de famille. Patrick va à l'école. Après l'école, Patrick va à l'université. Vous l'encouragez à donner le meilleur de soi-même, devenir quelqu'un de fort. Après tout, vous avez attendu pendant 8 ans pour avoir Patrick. C'est un enfant spécial. Il lui faut tout ce qu'il y a de nécessaire pour que Patrick soit quelqu'un de très intéressant en société. Patrick fait l'université, il finit ses études et devient médecin, ok, chirurgien spécialiste, ou peut-être ingénieur, ou encore avocat. Ok, vous êtes fier de Patrick, c'est un grand garçon. Mais vous vous rappelez que dans le passé, il y avait un monsieur qui avait tendance à vous malmener, vous brutaliser, vous insulter à l'époque à l'école. Vous vous en souvenez? Un monsieur au nom de Malonda, peut-être. Ok, Malonda n'est pas parti très loin de vous parce qu'il était à peu près votre voisin. Mais il y avait toujours des problèmes, des difficultés entre vous. En fin de compte, Patrick vous dit, papa, j'ai rencontré une jeune fille, c'est elle que je veux dans ma vie. Je veux qu'elle soit mon épouse. Ok, Patrick épouse la fille sans difficulté, sans que vous le sachiez. Finalement, vous découvrirez que Malonda, au fait, c'était le voisin. Il était loin. Ok, c'était le voisin, machin. Patrick devient mari de la petite fille de Malonda. Patrick décide en fin de compte de changer son nom de Compaoré à Malonda. Votre nom est Compaoré. Patrick, c'est votre fils. Patrick Compaoré, il dit, j'ai épousé Jessica Malonda, je deviens Patrick Malonda. Pourquoi? Parce que la loi le lui permet. Intéressant, n'est-ce pas? Comment vous sentiriez-vous dans un cas où votre enfant décide d'altérer le nom dont vous lui avez donné pour le nom de sa compagne, au nom de l'amour? Ça vous dérange? Bon, si c'était votre fille et que le mari de votre fille prenait votre nom, ça ne vous dérangerait pas. Intéressant comme histoire parce que c'est une réalité en Afrique du Sud aujourd'hui. C'est officiel. La Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud annule la loi considérée comme une loi importée. Ok, quelle est cette loi? Cette loi interdisait auparavant aux hommes de prendre le nom de famille de leurs épouses après le mariage. Ok, sous tutelle de égalité de genre. Désormais, ce n'est pas une obligation ou ce n'est pas une responsabilité de la femme de prendre le nom de son mari. L'homme aussi, quand il épouse une femme, bon, écoute, tu prends le nom de la femme. Et quand vous vous mariez, il faut discuter sur qui prendra le nom de quelqu'un. Comment vous vous sentez dans cette histoire? Et beaucoup d'hommes sont dérangés. En Afrique du Sud aujourd'hui, ça fait du bruit comme pas possible. Je sais que vous aussi, ça vous dérange. Vous dites, ah, c'est pas normal, c'est pas traditionnel, les Africains, n'est-ce pas? Les Bantous, les gens qui s'appellent Bantous. Où sont les Bantous? Les Bantous de l'Afrique. Enfin, ça dérange, n'est-ce pas? Qui doit prendre le nom de famille de votre mari? Parce que le mari est le chef. C'est lui qui va payer la dot. C'est lui qui est comme un père. Pour montrer que vous êtes la bienvenue dans cette famille, pour montrer que vous êtes marié à cet homme, vous êtes censé prendre son nom de famille. Selon moi, à mon avis, quand un homme prend le nom de famille de sa femme, c'est comme si on tuait notre culture. Je comprends tout à fait. Beaucoup de gens se disent, c'est quel genre de loi? L'Afrique du Sud, d'ailleurs, a des lois les plus bizarres. En réalité, il y a des lois intéressantes en Afrique du Sud. La constitution est très flexible. C'est
peut-être parmi les seuls pays avancés en termes de liberté, si on doit le dire comme ça. Il y a une certaine liberté. Les hommes, les papas peuvent se marier sans difficulté en Afrique du Sud. Vous ne pouvez pas aller demander, toi, pourquoi tu marches comme une femme? Attendez, si vous faites ça en Afrique du Sud, on vous arrête, on vous jette en prison. Pourquoi vous pouvez déranger quelqu'un comme ça? En tout cas, il y a le droit des papas. C'est officiel, ils peuvent se marier et ils peuvent aller à l'église, ils peuvent faire tout ça. Auparavant, la loi sud-africaine en particulier, la loi sur l'enregistrement des naissances et des décès, permettait uniquement aux femmes de prendre automatiquement le nom de leur mari. Les hommes devraient d'abord aller faire une demande officielle au ministère de Home Affairs, ensuite attendre pendant longtemps parce qu'il y avait des délais et généralement on disait non, tu ne peux pas prendre le nom de ta femme, c'était pas autorisé. Les femmes, comment vous vous sentez par rapport à ça? Comment vous sentez-vous sachant que votre homme puisse prendre votre nom? Ça vous honorerait ou pas? Alors quelque chose s'est passé et 2 personnes sont parties accuser le gouvernement à la cour. Oui, l'Afrique du Sud, c'est l'un de ces pays intéressants où les gens peuvent aller accuser le gouvernement et il y a une solution par rapport à ça. Je sais, dans votre pays, des républiques bananières là-bas, tu accuses le gouvernement, même le juge, même jeter les juges en prison, mais pas en Afrique du Sud. Okay, la Cour a jugé que le système était inconstitutionnel. C'est-à-dire le système où les hommes doivent obligatoirement garder leur nom pendant que la femme prend le nom de l'homme. C'est inconstitutionnel. Ils disent c'est une loi d'importation. Cette loi a été importée, une loi importée de manière coloniale. C'est une loi d'importation coloniale perpétuant une discrimination fondée sur le genre. C'est ça. Alors comment en sommes-nous arrivés là? Il y avait 2 personnes. 2 personnes sont parties accuser le gouvernement. Ces personnes sont lesquelles? Le premier s'appelle Henri van der Merwe. Okay? Henri van der Merwe. Ce n'est pas un noir, c'est un blanc. Un blanc sud-africain, pour ceux qui ne savent pas, les blancs sont en Afrique du Sud, citoyens. Comment leurs ancêtres sont venus en Afrique, contrairement aux blancs de votre pays qui sont venus pour voler, prendre et s'en aller. Les blancs sud-africains sont partis pour rester. Leur objectif, c'était de construire et habiter. Contrairement à beaucoup de pays africains, où les blancs sont partis pour voler, prendre et s'en aller. En Afrique du Sud, les blancs ont construit des infrastructures, non pas parce qu'ils aimaient les noirs, mais parce qu'ils pensaient qu'ils resteraient dominants pour toujours. Voilà pourquoi vous voyez la qualité est supérieure par rapport à l'Afrique noire. Le reste de l'Afrique, pour la plupart des cas, les blancs venaient voler. Et généralement, prenons un exemple très simple, pour un pays où il y avait peut-être du bois, ok, vous remarquerez que les meilleures routes coloniales sont les routes partant de la ville où il y avait le bois jusqu'au port. Ou pour un pays qui avait de l'or, vous verrez que les meilleures routes partent de la ville où les mines d'or sont sublimes jusqu'au port. L'objectif était simple, piller, mettre au camion et partir. Mais contrairement à ça, en Afrique du Sud, on a construit partout. L'infrastructure, l'urbanisation est comme nulle part. C'est meilleur que beaucoup de pays européens. Il n'y a pas match. France, urbanisation, on parle Belgique, il n'y a pas match. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Il faut aller faire un tour pour comprendre. Bien qu'il y ait des bidonvilles, c'est normal. Il y a aussi des bidonvilles en France. Il y en a même aux États-Unis. Regardez ça, c'est Détroit, c'est aussi des bidonvilles. Rentrons dans nos moutons. Henri van der Merwe, un blanc sud-africain, est parti accuser le gouvernement, disant qu'il voulait prendre le nom de son épouse Djada Jordan. Ok, Djada Jordan, l'épouse de Henri van der Merwe, honorée évidemment. Henri voulait honorer les parents de Djada. En voulant honorer les parents de Djada, je ne sais pas comment il a fait ça. Je ne sais pas si c'était parce qu'elle était vraiment méticuleuse au pied, au lit, ou peut-être qu'elle était simplement une femme bien. Elle dit, je dois remercier les parents parce que non. Pour remercier les parents, je ne paye pas de dot, mais je veux changer mon nom et prendre le nom de ma femme. Il y avait un autre monsieur, au nom de Andrea Boardman. Andrea Boardman voulait prendre le nom de sa femme. Sa femme s'appelle Jess Donnelly. Boardman voulait ajouter le nom de sa femme en trait d'union. Vous savez comment ça se passe? Un nom, par exemple, Tyler Marcus ou Marie-Léonelle. Lui aussi voulait changer son nom de Boardman à Boardman Donnelly. Donnelly, c'est le nom de famille de sa femme. Et malheureusement, le bureau de Home Affairs a dit non, on ne peut pas accepter ça, c'est inacceptable, c'est la femme qui prend le nom de l'homme. C'est comme ça qu'ils sont partis en justice accusés, espérant qu'il y ait de solutions. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La justice a jugé qu'ils étaient en plein droit de nécessiter ce changement. Et c'est à partir de là que la loi a été passée. La Cour a statué en leur faveur, affirmant que les hommes et les femmes doivent avoir des droits égaux. Dans le cas des hommes, ils sont privés de la possibilité de prendre le nom de famille de leur épouse s'ils le souhaitent. Dans le cas des femmes, les effets du système sont bien plus insidieux. Ce n'est pas simplement qu'elles sont privées du droit de voir leur nom de famille devenir le nom de famille de la famille lorsque leur mari souhaite prendre ce nom. Cela renforce également les normes patriarcales de genre qui dictent la manière dont les femmes peuvent exprimer leur identité et fait de cette expression quelque chose de relatif au mari, à la fois par défaut gouvernemental et culturel. Pour choisir leur nom de famille. Donc quand vous vous mariez, asseyez-vous, discutez, c'est le nom de qui qu'on va prendre. La loi doit refléter les valeurs modernes et non des normes patriarcales dépassées.
L'impact sur les femmes est également considérable. La conséquence symbolique est que l'identité des femmes est absorbée par celle de la famille de leur mari après le mariage. Cela a pour effet inévitable de renforcer l'idée que le mari est le chef de famille. Cette pratique perpétue également la philosophie historique selon laquelle les femmes ne sont pas égales aux hommes et deviennent assimilées à des mineurs après le mariage. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit que le fait qu'une femme prenne le nom de son mari est patriarcat. Ce n'est pas naturellement africain, c'est colonial. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est colonial qu'une femme prenne le nom de son mari. Je sais que vous aimez ça, n'est-ce pas? Généralement, dans nos sociétés, on se dit, elle prendra mon nom. Hein? Quand elle prend ton nom, finalement, ça fait du bien. Ah, c'est ma femme, elle appartient à ma famille, n'est-ce pas? Mais on dit que c'est une loi coloniale qui a été importée, ce n'est pas africain. Évidemment, les amis, dans de nombreuses cultures africaines, les femmes ne prenaient jamais traditionnellement le nom de leur mari. Cette pratique a été largement introduite par le colonialisme, notamment par les colons européens et les missionnaires chrétiens qui travaillaient ensemble. Remarquez ici que la colonisation a travaillé ferveusement avec le christianisme. Donc, quand il y a une loi votée par les colonisateurs, ils s'assuraient que les chrétiens dans l'église en parlaient aussi. Dans beaucoup de cas, les musulmans ne prennent pas essentiellement le nom de leur mari. Dans le temps, les hommes prenaient le nom selon leur famille. Ça n'avait absolument rien à voir avec le mariage. Ok? Oh, la femme prend le nom de son mari. Non, c'était pas ça. C'était une identité à travers le clan. Un humain, à travers son nom, on pouvait identifier de quel clan il appartient, de quel clan ou de quelle lignée. C'était une question d'identification et pas une question d'amour. Les femmes gardaient généralement leur nom de naissance après le mariage. Et l'identité d'une personne était liée au clan, à la lignée, à l'héritage ancestral, pas au statut marital. Vous voyez, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fâchés. Ah, comment ça, moi je peux pas accepter que ma femme prenne tout ça. Moi je peux pas prendre le nom de ma femme. Ben, écoutez, beaucoup de personnes ont les noms qu'ils ont aujourd'hui, sont le nom de leur maman. Vous ne le savez peut-être pas. Dans certaines sociétés, les enfants prenaient le nom de clan de leur mère, en réalité. En particulier dans les cultures matrilinéaires. Je sais que beaucoup ne comprennent pas. On accepte tout ce qu'on voit aujourd'hui. On pense que c'est quoi? Il faut se poser beaucoup de questions dans la vie, vous savez. Le colonisateur européen, les amis, ont imposé les systèmes juridiques occidentaux quand ils sont venus en Afrique, comme le droit romano-néerlandais. Okay, c'était le droit romano-néerlandais. Et aussi la common law anglaise, qui considérait les femmes comme de subordonnées à leur mari. Je sais que ça dérange beaucoup de personnes, mais il faut vous dire la vérité, c'est ça. Donc, les missionnaires aussi, à l'époque, ont promu l'idée que la femme devrait adopter le nom de son mari, en accord avec les coutumes chrétiennes du mariage. Donc, les chrétiens aussi disent, bon, écoutez, ça va simplifier les choses. Quand la femme prend le nom de son mari, on peut répertorier chacun facilement. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fâchés, certaines personnes sont contentes. Il y a des gens qui disent, ah oui, au revoir, hein, abat le colonialisme, tout ça. Je ne prendrai pas le nom de mon mari. Il peut aussi prendre le nom de mon père. C'est intéressant, n'est-ce pas? Bah, il faut se poser la question de savoir, la monogamie aussi, ça vient d'où? La monogamie aussi est le fruit du colonialisme. Ah oui, ça dérange encore plus. Ah oui, je sais, ça dérange plus. La monogamie aussi est le fruit du colonialisme. Les Africains en général n'étaient pas monogames. Il faut vous le dire. Avant la colonisation, les sociétés africaines pratiquaient une grande variété en normes d'union matrimoniale. Il n'y avait pas seulement la polygamie. Donc, il y avait la polygynie. La polygynie, beaucoup de personnes appellent polygamie aujourd'hui, c'est là où un homme a plusieurs femmes. Ok, c'est courant, vous le voyez généralement, c'est ça la polygynie. Il y a aussi la polyandrie. C'est ce qui existait en Afrique, les amis. La polyandrie, rare, mais reste présente dans certaines sociétés, là où une femme a plusieurs hommes. Ok, quelquefois, la femme pouvait prendre deux frères à la fois. Ah oui, je m'imagine pas deux frères avec une femme. Enfin, c'est bizarre, n'est-ce pas? Mais c'est une réalité vraie. La femme pouvait prendre deux frères ou plusieurs hommes. L'objectif, c'était pas par amour qu'on le faisait. On faisait ça par manque de ressources, par moyen de survie. Donc, pour survivre, il vaut mieux avoir deux personnes à la fois qu'une personne. C'était par rapport à ça. Et je sais qu'il y a certaines personnes ici qui connaissent, qui n'ont peut-être jamais entendu parler, mais moi, je vous informe, il y a des histoires. On a vu, en grandissant, une famille où papa épousait une maman. Ils ont fait peut-être 2-3 enfants. Maman décédée. Papa prend la petite sœur de maman et continue. Aujourd'hui, c'est bizarre pour beaucoup de vous, n'est-ce pas? Beaucoup se disent, je ne pourrais jamais faire ce genre d'histoire. Mais c'était une réalité vraie en Afrique. Oui, la monogamie a été importée par le blanc pour répertorier tout le monde. Ah oui. Non, ce n'est pas un combat, ce n'est pas un débat, ok? Je sais qu'il y a des gens, non, la Bible dit non, il faut laisser vos histoires-là. On ne parle pas de la Bible ici. Et puis derrière la Bible, cherchez le verset qui dit, je t'autorise seulement à prendre une femme. Une seule, il faut prendre une seule femme. Cherche le verset, vous allez chercher ça. Pas l'homme créa la femme et l'homme pour elle. Non, ça c'est pas, ça ne dit rien.
Parce que malgré ça, tous les gens de la Bible, ils ont tous dit 3, 4, 5, 6 enfants. Cherchez le verset qui dit, comme on a interdit, j'ai interdit que l'homme va chez l'homme. On a interdit ça. J'ai interdit que l'homme va chez la chèvre. On a interdit ça. J'ai interdit que l'homme fasse, c'est clair. J'ai interdit que l'homme cherche la femme de quelqu'un. C'est clair. Cherchez maintenant, on dit, je vous interdis de prendre une deuxième femme. Ça n'existe pas. Il y en a pas. Ce qu'on a dit, c'est quoi? On a dit, si tu décides de prendre une autre femme, si tu décides. Prochainement, je vous mettrai des versets comme ça. Ou bien, on va avoir un culte d'ouverture. Si tu décides de prendre une autre femme, assure-toi que le panier de la première ne soit pas dry. Dry, c'est quoi en français? Sèche, sec. Si tu décides de prendre une deuxième femme, assure-toi que le panier de la première ne soit pas sec. C'est-à-dire, il faut pas transférer ce que tu donnais ici, là-bas. Il faut continuer à donner là. C'est ce qu'on a dit. On n'a pas dit autre. Ok, continuez, je sais que ça vous dérange. Bref. La polyandrie existe en Afrique aujourd'hui, notamment dans certains endroits. On va essayer de voir principalement le peuple Lélé. Vous allez faire de recherches si vous désirez. C'est en RDC, République démocratique du Congo. Le peuple Lélé, un petit groupe ethnique dans la région du Kasaï, ça c'est le Kasaï, ont été documentés comme pratiquants de la polyandrie, là où les femmes ont plusieurs maris. Ou si pas plusieurs maris, peut-être 2 hommes à la fois. C'est une réalité. Il y en a aussi au Gabon. Ah oui, les Gabonais sont choqués, soyez pas choqués. La loi gabonaise, en réalité, autorise techniquement les hommes et les femmes à avoir plusieurs conjoints. Il faut vérifier la loi, hein. Vérifier la loi avant de faire un commentaire stupide. Cependant, cette pratique sont surtout les hommes qui prennent plusieurs épouses. Ok? Et les femmes exercent rarement ce droit à la polyandrie en raison de normes culturelles et de la honte. Il faut vous poser beaucoup de questions pour essayer de comprendre. Je sais que les gens ne comprennent pas. Oh non, la coutume, la culture, on a dit ça. Non, il faut vous poser la question. Quand vous rejetez des histoires, il faut aussi rejeter d'autres histoires. On a dit que prendre le nom du mari, c'est colonial. Oh, au revoir. D'accord. Mais la bague, qui a commencé ça? La bague, c'est aussi colonial. La bague que vous portez, l'anneau, n'est-ce pas? Oh, tu es marié, tu n'as pas d'anneau. Qui t'a dit que mariage, c'est anneau? Oh, il faut porter l'anneau à la main gauche, à ce doigt-là. Qui vous a dit? C'est écrit où? C'est dans quelle votre culture? Qui a commencé cette histoire? Ce sont les Romains qui ont commencé cette histoire. C'est vrai qu'il y a des histoires qui parlent d'Égypte, mais ce sont des histoires très bizarres, qui n'ont pas vraiment de substance. Même si c'est l'Égypte, parlons des Romains. Okay? Chez les Romains, par exemple, on a adopté la tradition de la bague de mariage, mais l'ont rendue plus formelle. Okay? Ils utilisaient souvent une bague en fer. C'est avec le temps qui sont passés de fer en or. Avant, c'était le fer. Après, c'est devenu l'or. Et les bagues, en général, avaient le nom, imbriqué le nom du mari. La femme portait la bague. Okay? Les hommes ne portaient pas des bagues. Ce sont les femmes qui portaient des bagues. Et la bague avait le nom du mari là-dessus, en forme d'appartenance. C'est chez les Romains qu'on a commencé ça. La bague devenait alors un symbole de contrat et de possession plutôt que d'amour. Ce n'était pas un symbole d'amour, c'était un symbole de contrat. Donc je suis la femme qui appartient à ce monsieur que vous voyez ici. C'était les femmes qui portaient ça. Les hommes ont commencé à porter la bague ou l'anneau après la Deuxième Guerre mondiale, quand les militaires partaient en guerre, ok? Et pour se rappeler que je suis marié à Marie-Noël, voilà, je porte la bague pour regarder pendant la guerre. Il faut se renseigner dans la vie. Il y a beaucoup de choses que vous acceptez sans vraiment vérifier. Restant sur la bague, les bagues en mariage ont été intégrées aux cérémonies chrétiennes autour du 19e siècle. Ça n'existait pas avant ça. Elles étaient fabriquées en métaux précieux et de plus en plus ornées de pierres et d'inscriptions. Évidemment, on s'en est servi. On a compris que voilà, on peut se faire de l'argent avec ces trucs. On va commencer à pousser ça. Donc le gouvernement s'associe à l'église pour vous avancer les histoires. Il y a beaucoup d'histoires que vous faites aujourd'hui sans vraiment savoir l'origine. Et pourquoi on met la bague ici? À l'annulaire. Pourquoi c'est ici? Beaucoup de gens vous disent c'est parce qu'il y a artère ou veine, machin, qui part de là jusqu'au cœur. C'est un gros mensonge. Okay? Il y a aussi des endroits dans le monde où on ne met pas la bague à la main gauche, c'est à la main droite. Par exemple, en Allemagne, en Russie, en Inde, c'est à la main droite. Donc, les traditions, il faut poser toujours des questions pour comprendre. Okay? Il y a aussi le robe de mariée. Vous ne pouvez pas vous marier aujourd'hui sans robe de mariée, n'est-ce pas? Comment elle s'est mariée, on n'a pas vu la robe de mariée? Mais qui a commencé ça? C'est votre culture. C'est bien de rejeter l'histoire selon laquelle on ne prend plus le nom du mari, mais il faut se poser aussi des questions. Avant le 21e siècle, les mariés ne portaient pas de robe de mariage. Il n'y en avait pas. Elle mettait la robe la plus belle, simplement. Donc, la mariée cherchait la robe la plus belle, quelle qu'en soit la couleur, bleu, rouge, voire noir, si elle le désirait. La robe de mariage blanche, est devenue populaire après le mariage de la reine Victoria et le prince Albert en 1840. Voilà la reine Victoria.
et le prince Albert. En 1840, c'est là que la robe est devenue populaire. Elle portait alors de somptueuses robes blanches de soie. C'est là que ça a commencé. Il faut pas seulement penser tout ça, oh non, non, il faut poser des questions pour comprendre dans la vie. Voilà ce que c'est les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-moi ce que vous en pensez. Prendrez-vous le nom de famille de votre femme, au nom de l'amour, ou pour remercier ses parents pour la belle personne qu'elle est devenue. God bless.